Hello, hello. Bonjour, bonjour, bonjour à tous, bonjour à vous, explorateurs, exploratrices, j'espère que vous allez bien, bienvenue chez Histoire Explore. Et donc là, c'est l'hebdo, donc consacré à l'actu un peu JV Histoire sans se prendre la tête, donc dans une ambiance tranquille et détendue. J'espère que vous êtes en forme, que c'est le week-end qui vous accueille, les bras ouverts. Si vous voyez cette émission en replay donc sur la chaîne YouTube Histoire Explore ou sur Twitch en direct si vous êtes dans le coin. L'hebdo revient, donc l'hebdo c'est une émission donc qui se veut pas prise de tête sur des sujets d'actualité. Alors on peut à boire et à manger, généralement ça tourne autour du JV, du patrimoine également et de la défense du jeu vidéo physique parce que ici on est sur une chaîne où on aime l'objet, on aime ces belles boîtes en plastique faites en pétrole et surtout qui contiennent des jeux. Alors c'est pas surtout le fait que ce soit en pétrole, vous en doutez bien, c'est surtout le fait qu'on ait la possibilité d'avoir un jeu en disque ou en cartouche et pouvoir le posséder et ne pas le voir disparaître un jour quand les serveurs ferment. Alors vous allez voir que cette semaine on va avoir pas mal de sujets à aborder et notamment des questions qui concernent la pérennité de certains supports qu'ont choisi certains constructeurs. Et bien entendu, nous parlerons de Nintendo, donc le petit artisan de Kyoto qui a toujours des fins de mois assez difficiles et qui a fait un choix assez audacieux avec ses fameux Game Keycards, si je ne me souviens bien, donc sur sa nouvelle console, la Switch 2, et donc on va en parler. On va aborder aussi, alors je regarde un peu le conducteur, on va aborder aussi donc question préservation jeux vidéo, ça c'est sûr. Peut-être qu'on fera un peu, bien sûr, certaines annonces de jeux vidéo et notamment qui sont sorties et qui aiment l'histoire comme jeux vidéo. Vous allez voir, on a trouvé des trucs assez sympas avec le premier sujet. Allez, celui qui énerve le plus, Nintendo qui aime pas le physique. Alors, hop. Petit article de Gamecult justement qui concerne cette situation un peu curieuse du fabricant de Kyoto. Donc comme vous le savez, Nintendo a opté notamment pour un système particulier sur la Switch 2. On a des jeux qui sont en cartouche classique, donc généralement qui sont sur le support, les nouvelles cartes Micro Express qu'utilise Nintendo sur sa Switch. Mais vous avez aussi un système novateur qui s'en vient là, qui s'en vient quand même, je vais pas être vulgaire, mais qui tout simplement est une cartouche sur laquelle il y a juste un code qui vous permet de télécharger le jeu pour l'installer sur votre console. Alors le motif que Nintendo a annoncé, nous avons un article de Gamecult de GK donc qui parle justement de ce nouveau support, la Game Keycard, qui vous permet donc de télécharger le jeu. Vous achetez votre boîte, bien content donc d'avoir votre boîte, mais dedans vous avez une petite carte et vous dites finalement c'est une cartouche. Sauf que vous mettez la cartouche et ça télécharge le jeu automatiquement. Vous ne possédez pas directement le jeu sur votre cartouche. Donc ce qui signifie si un jour les serveurs ferment, eh bien vous avez un joli bout de plastique dans votre collection. Alors ici on défend le jeu vidéo physique parce qu'on aime l'objet et puis tout simplement parce que l'objet porte une histoire et surtout aussi est un élément qui permet des années après de pouvoir s'y replonger dedans en toute indépendance, en toute autonomie. Alors bien entendu il y a le matériel qui parfois ne suit pas, mais d'une manière générale, pour ma part, j'ai des consoles qui ont plus de 30 ou 40 ans dans ma petite collecte et donc forcément quand j'ai envie de les réutiliser, je suis bien content de pouvoir le faire. Alors cette Game Keycard cependant, Nintendo l'a mis en avant comme un élément qui permet entre autres à des entreprises en fait de bénéficier. Bonjour à toi, bonjour à Tic Tac Dream, donc qui permet à des entreprises de bénéficier tout simplement d'un support qui coûte aussi moins cher. Donc le code de téléchargement permet aussi à ces entreprises d'avoir un support physique. Alors pourquoi des entreprises éditrices de jeux vidéo désirent avoir tout simplement une boîte avec leur jeu sur une cartouche ou du moins un code qui permet de télécharger? Je vous le donne en mille. Car les éditeurs de jeux vidéo ne peuvent pas, et même les constructeurs, ne peuvent pas se passer d'un acteur essentiel acteur qui est tout simplement la grande distribution. C'est-à-dire les têtes de gondole en l'occurrence, vous avez le jeu qui est en démonstration et qui permet au chaland qui achète son poisson et sa baguette de pain de dire tiens ils ont sorti un nouveau jeu, je vais tout simplement m'acheter ce jeu-là. Alors moi ça m'est arrivé... Petite anecdote, quand la GameCube est sortie, ça m'est arrivé d'acheter ma GameCube comme ça. Bon, enfin, mais cependant, voilà, ça fait partie un peu des marottes de la grande distribution d'attirer comme ça le chaland dans différents rayons. Et donc, ce système de Game Keycard en particulier est exactement
Nous avons donc des éditeurs et des constructeurs qui ne peuvent pas se passer de ce support physique qui permet un achat directement en magasin. La grande distribution ayant quand même pignon sur rue, forcément représente toujours un poids. Aller dire zut à Carouf ou à d'autres grandes chaînes de distribution mondiale, c'est peut-être un petit risque quand même. Donc c'est pour ça que nous avons cette situation un peu bateau. Et ce support-là, qui bien sûr fait hurler, le consommateur en fait se sent tout simplement, je trouve, désappointé, et surtout on lui enlève un élément, c'est-à-dire le fait de posséder le jeu en l'occurrence, pour pouvoir en disposer comme on le veut, sans connexion, sans besoin, etc. Alors là, bien sûr, il s'installe sur la console. Donc vous pouvez me dire, mais une fois qu'il est installé sur la console, on a accès à ce jeu tout le temps. Oui, mais le jour où vous, tout simplement, vous désinstallez le jeu pour x, y raison, et vous voulez le réinstaller peut-être des années après, dans 10, 20 ans, et si les serveurs sont plus en ligne, fini le jeu. Fini. Alors que normalement, si vous avez un jeu sur cartouche ou sur CD, à part les jeux qui demandent des compléments, et ça aussi c'est un autre problème, donc qui réinstallent une partie du jeu et qui commence à se développer. Voilà, mais vous pouvez normalement, certains jeux, notamment les jeux Nintendo étaient connus pour cela, c'est-à-dire vous installez le jeu, pas besoin de mise à jour, et ça marchait sans aucun problème. Alors, donc Gamecult dans son article parlait de ces Game Keycards, surtout d'un certain aspect, c'est que en fait la National Diet Library, alors excusez mon accent anglais, au Japon, donc l'équivalent un peu de notre BNF, notre Bibliothèque Nationale de France, ou de la British Library, a confirmé en fait qu'il n'accepterait pas ces Game Keycards pour sauvegarder les jeux vidéo. Alors il faut savoir que le jeu vidéo est déposé comme un livre, notamment en France. Le dépôt légal, alors la France a été un peu novatrice dans ce domaine-là. Vous avez à peu près plus de 20 000 jeux qui sont stockés à la BNF, avec des consoles, bien sûr, le hardware qui permet de les faire fonctionner. Et vous avez donc possibilité de retrouver en fait des jeux, des gameplays avec des manettes qui ont été conservées, et ainsi que des supports hardware en quelque sorte, et qui permet de transmettre aux jeunes générations aussi tous ces éléments importants du patrimoine vidéoludique. Donc, autant un livre qui sort et qui est publié tout simplement, est vendu, il doit être déposé à la BNF. Et pour un jeu vidéo, c'est un peu la même chose. Alors bien entendu, ça n'a pas été forcément tout le temps respecté, le cadre du jeu vidéo, mais ça a permis quand même à la BNF d'accumuler plus de 20 000 jeux vidéo. Et si vous avez l'occasion de voir sur YouTube, il y a de super reportages en fait qui vous montrent le fond de la BNF, c'est quand même assez impressionnant. Alors, si on revient sur notre Nintendo au Japon, donc l'équivalent de la BNF française, la NDL, a décidé tout simplement, donc cette vénérable institution qui a été créée en 1948, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, de collecter et conserver toutes les publications produites au Japon, et notamment étendues alors à partir de 2000 justement au support physique des jeux, donc CD, cartouches. Donc ils ont actuellement 9600 titres, bande de petits joueurs les Japonais, les Français sont devant, donc ils ont cette possibilité aussi de transmettre ce patrimoine-là à des personnes qui désireraient le découvrir. Et ils ont affirmé que les fameux Game Keycards de Nintendo, ça fait pas partie du lot. Ce n'est pas tout simplement un support qui permet de conserver la mémoire du jeu vidéo. Donc là, il y a quand même bien un élément, c'est-à-dire même des professionnels du patrimoine, qu'ils soient vidéoludiques. Le patrimoine, c'est vraiment tout ce que nous ont légué nos aïeux, en l'occurrence. Et là, en l'occurrence, nada, c'est-à-dire que le support-là empêche ceci. Donc ça peut pas être, comme c'est indiqué dans l'article, seuls les supports physiques qui contiennent eux-mêmes le contenu peut être archivé. Une carte de téléchargement à elle seule n'est pas considérée comme un support. On a donc un support Game Keycard en fait qui coûte moins cher à produire, et donc les éditeurs ils y trouvent aussi un bénéfice. Ils payent moins cher la dîme à Nintendo. Je vous rappelle que Nintendo prend toujours sa petite com parce que il faut bien vivre, vous comprenez, c'est cher de mettre la ciboulette sur le ramen quotidien. Donc Nintendo prend sa petite com sur les cartouches, et donc forcément elle coûte moins cher, et donc les éditeurs y trouvent aussi leur intérêt. Alors, qu'est-ce que nous raconte l'article ? Que y a une inquiétude notamment sur ce support physique altéré en quelque sorte, et c'est vrai qu'on a des exemples quand même. Alors je sais que je fais peut-être faire la Cassandre qui annonce les mauvaises nouvelles, c'est un peu une marotte de la chaîne, soit dit en passant, mais on a eu quand même l'exemple en 2019, donc l'eShop de la Wii qui a fermé. Merci. Et comment je fais pour jouer à mes jeux? Les boutiques Wii U et 3DS, ah oui 3DS, moi je m'en souviens, c'est en 2023, et donc vous avez une partie du patrimoine qui disparaît.
Si vous n'avez pas le support physique, ces jeux n'existent plus. À part les avoir eus sur vos consoles, peut-être stockés, etc. Ou par le biais de l'émulation. Alors c'est vrai que l'émulation, Nintendo n'aime pas du tout, parce que ça leur fait perdre de la moulaga en particulier, mais cependant ça permet quand même de préserver aussi cette histoire vidéoludique. Alors, qu'adviendra-t-il? L'article est assez intéressant sur Gamecult, encore une fois. Malgré la possibilité de retélécharger le contenu acheté, qu'adviendra-t-il des jeux Switch 2 en 2050? Alors vous pouvez me dire, non mais c'est bon, 2050, hein, Vladimir il aura peut-être fait exploser la planète, alors ok, hein, bon, on va être quand même optimiste sur cette chaîne s'il vous plaît. Cependant voilà, si vous voulez retrouver ces éléments du passé, comment vous allez les retrouver? Alors on peut se dire que les éditeurs font cela aussi parce que ça sera l'occasion de refaire un remaster du remaster, c'est une stratégie marketing également, mais bon, je suis d'une génération qui a connu la popularisation des consoles de jeux vidéo, leur grande popularisation fin des années 70, début des années 80. Et il est vrai que de pouvoir rejouer à des jeux d'Atari 2600, console sortie en 77 si je ne me trompe pas, encore de nos jours, alors certes il faut avoir une télé avec une prise antenne, mais quand même quoi. Et vous avez un aspect, l'utilisation du matériel fait que le jeu est pensé pour un matériel donné, et c'est vrai que quand c'est de l'émulation, le fait de ne pas avoir le matériel qui fait tourner le jeu, vous perdez la saveur du jeu, c'est évident. Alors, Star Wars Outlaws, le jeu mal aimé. Alors si vous ne l'avez pas fait, franchement, je vous invite à vraiment le faire parce que le jeu, il est excellent. C'est un Star Wars qui est passionnant, avec un super gameplay, une histoire attachante avec une héroïne qui l'est tout autant, et ce jeu-là, malheureusement, a eu une mauvaise presse quand il est sorti. Il s'est fait déglinguer par des youtubeurs en mal de notoriété, je pense, et puis surtout parce qu'il y a souvent le Ubisoft bashing. Alors ici, on n'est pas sponsorisé par Ubisoft, mais il faut quand même noter qu'il y a certains éditeurs qui se font plus ramasser que d'autres, et quand vous avez des choses qui sont faites chez certains, qui sont complètement acceptées, et qui sont même applaudies, alors que c'est quand même, je trouve, un manque de respect pour les consommateurs qui achètent leurs jeux, et là Ubisoft, bon mais ils sont critiquables sur pas mal de points, mais cependant ils sortent un jeu qui sort quand même du canon Star Wars où on n'a pas Jedi et Sith face à face avec sabre laser, où là on a une sorte de spin-off dans un univers qui est de Star Wars mais qui renouvelle un peu l'élément. Et c'est quand même surprenant de voir comme il se fait descendre. Donc ce jeu là qui coûte beaucoup moins cher vu qu'il est sorti il y a un an, il va sortir sur Switch 2. Alors moi je me suis pris sur PS5, très beau achat. Et donc là vous avez un dev qui va tout simplement indiquer que le jeu ne sortira pas sur une cartouche de jeu pleine, c'est-à-dire par exemple comme Cyberpunk avec ses 64 Go de données, il sera tout simplement en téléchargement via une game keycard. Alors forcément ça a ruiné les brancards à juste titre, et le développeur qui prend la parole dans ce domaine-là, donc sur VGC, donc le site que j'ai consulté, va tout simplement indiquer que c'est pas une question de coût en fait, de pas avoir mis la cartouche. Ouais, alors là, on en reparlera. Mais c'est surtout en raison en fait un confort de jeu, de télécharger le jeu directement sur la machine, et ça permet d'avoir un plus joli jeu. Donc ce développeur d'Ubisoft prend la parole. Alors est-ce qu'on a le nom? C'est Rob Bantin d'Ubisoft, qui est l'architecte audio du moteur Snowdrop d'Ubisoft, donc sur lequel tourne justement Star Wars Outlaws, qui décrit et qui indique tout simplement que le jeu, pour qu'il tourne parfaitement et qu'il ait un aspect qui soit similaire à la PS5, voire à la Xbox. Alors, bien entendu, la Switch 2 n'est pas une PS5, n'est pas une Xbox, mais pour qu'on soit quand même dans un élément où on n'est pas trop à jurer en fait de différence de jeu entre les trois supports. Donc le studio par la prise de parole de Rob Bantin, alors on peut dire que s'il prend la parole, il a eu sûrement l'accord de sa direction, qu'en fait c'était surtout la vitesse de cartouche des Switch 2 qui posait problème. Donc ils n'ont pas mis leur jeu sur ces cartouches parce qu'elles ne tournaient pas assez vite ou elles ne permettaient pas un accès rapide aux données qui permettait de faire tourner le jeu. D'autant plus que le jeu doit... Il y a quand même des échos qui font que le fameux DLSS qui permet justement de combler des éléments du jeu aurait été utilisé sur Star Wars Outlaws, donc voilà. Mais moi ce qui quand même m'agace un peu, c'est qu'on parle quand même d'un jeu
qui est sorti il y a 1 an. Donc il arrive avec 1 an de retard grosso modo sur Switch 2. Alors à juste titre, la console est sortie cette année, mais un jeu qui a quand même été développé en amont, vu que c'est un AAA, sûrement ça fait 4-5 ans que le jeu il est en développement quand même. Et donc ça fait 4-5 ans qu'on a quand même un éditeur qui est quand même un proche de Nintendo. Ubisoft, il faut quand même pas oublier que c'est quand même un éditeur qui a toujours été au lancement des consoles Nintendo depuis les dernières itérations. Je pense à la Switch 2, les lapins crétins, etc. Et que, on peut se dire, ils ont quand même des contacts avec le petit artisan de Kyoto. Et donc, la console qui est sortie, on a l'impression qu'ils la découvrent en fait, et que forcément, ils ont dû adapter au chausse-pied leur jeu, et de se dire finalement, on va prendre cette solution de facilité, cette façon qui permet d'avoir un beau jeu. Alors, c'est vrai que d'un côté, on peut être content que le jeu soit pas loupé, parce que ça serait vraiment faire injure en fait à un jeu qui est vraiment de grande qualité, hein, et qui permet à des gens de Switch 2 de pouvoir y jouer. Mais cependant, c'est quand même dommage qu'il n'y ait pas une interaction entre ce studio et la maison mère Nintendo, et leur hardware en quelque sorte, pour essayer de trouver une solution qui permette quand même de mettre en avant encore le support physique, de pouvoir avoir ce jeu-là sur sa console, de l'avoir en cartouche, etc. Alors certains vont m'objecter que la Game Key Card, elle peut être prêtée aussi, je crois qu'il y a un système de prêt de jeu, etc., qu'ils ont essayé de contrebalancer cela. Mais cependant, soyez pas naïfs, hein, on sent quand même que l'industrie vidéoludique, elle a un objectif, c'est de tuer le physique pour rester sur du démat, parce que ça coûte moins cher à produire, 2, ça dégage de tout lien avec, ça atténue les liens avec la grande distribution. Mais bon, moi je me demande comment ils vont faire pour le hardware après, hein, pour vendre leur console chez Carrefour s'il n'y a plus de jeux à vendre. Je suis pas sûr que les grands distributeurs soient très chauds de ça, mais bon, soit dit en passant. Et puis deuxièmement, également, on est face à une logique aussi qui permet de balancer des jeux aussi qui ne soient pas finis, hein, et de les finir au fur et à mesure par des téléchargements. Ce qui est vraiment un scandale et un foutage de figure pour les consommateurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez, hein. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter, hein, sous la vidéo, hein, pour donner votre avis. Bien sûr, avec bienveillance et respect, s'il vous plaît, autrement, au piquet du ban, hein, il vous passez voir le CPE. Alors ce Rob Bantin, pour bien le nommer, nous dit que la Switch 2 a pourtant des cartouches qui permettent de transférer de grandes vitesses. Alors Nintendo les a vendues, mais ça intéresse pas les éditeurs. C'est bizarre ça quand même, hein. Et que les cartouches Switch standard ne sont pas aussi rapides que le stockage intérieur. Alors là, on se dit quand même, Nintendo, ils mettent en avant quand même un nouveau format de cartouche, ce qui explique leur nouvelle console, qui normalement doit donner des débits suffisamment élevés. Alors il y a 2 types, il y a celles qui sont normales et qui donnent pas un débit élevé, il y a les Game Key Card et vous avez ces fameuses super cartouches. Je pense que c'est celle de Cyberpunk, si vous pouvez me confirmer ça dans les coms, n'hésitez pas d'ailleurs. Je crois que la cartouche de Cyberpunk est sur ce modèle-là. Donc le moteur Snowdrop de Outlaws qu'utilise Ubisoft s'appuie sur le streaming disque, hein, par ses environnements en monde ouvert, et qui permet d'éviter du clipping, etc. Donc pour lui, hein, c'est pas un coup de cartouche en fait qui pose problème, c'est surtout le confort de jeu, hein. Je pense que si nous avions conçu un jeu pour la Switch 2 dès le départ, le résultat aurait été différent. Là on se dit, ils ont lancé un nouveau jeu il y a 5 ans, ils en ont pas parlé à Nintendo, ça paraît quand même bien bizarre, hein. Donc je suis quand même dubitatif de ces arguments. Moi je sens que ça sent la moulaga derrière, ça sent la moulaga. Moi je pense qu'il y a la moulaga, il y a un aspect d'argent qui est derrière, hein. Nintendo va pas nous la faire à l'envers. Bon, je regardais s'il y avait le son micro pour pas avoir de problème. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à donner votre commentaire sur cet aspect du jeu vidéo et son évolution, hein. Moi, je sais que c'est une grande inquiétude, hein, le fait qu'on voit progressivement disparaître notre support physique qu'on chérit tant. Vous êtes peut-être des abonnés à cette chaîne, ou notamment la chaîne YouTube en particulier, hein. Vraiment, il y a une défense de ce jeu vidéo physique, hein, qui est fortement menacé, hein. Alors, il est tellement menacé, d'ailleurs, on va enchaîner sur un autre sujet, que vous avez une pétition au niveau européen, vous en avez peut-être entendu parler, hein, qui tout simplement a mis la question sur le tapis, hein, et ça concerne par contre un jeu Ubisoft, comme c'est bizarre. C'est-à-dire que, donc là je suis sur le site, je cite enpause.com, donc qui parle justement de cette fameuse pétition qui a été reçue par le nombre de signataires, hein. Quand on sait que vous avez des chiffres quand même qui font froid dans le dos, hein. Quand vous savez
qu'il y a 87% de jeux créés avant 2010 aux États-Unis qui sont aujourd'hui inaccessibles. Mais on a une disparition d'un contenu culturel, c'est affligeant. Alors, abandon des serveurs, multiplication des DRM, etc., etc. Et donc, même sur Steam, il y a un nettoyage du catalogue aussi qui fait que, bah oui, il y a un renouvellement qui se fait par de nouveaux jeux. Alors, c'est vrai que par mois, je ne sais plus combien de jeux sortent. Alors, vous pourriez peut-être me contredire, c'est plus de 15 000, je crois, sur Steam. Donc, bon, il y a de la masse, mais vous en avez beaucoup qui disparaissent aussi. Et c'est vrai qu'on se dit, le dématérialisé permettrait normalement d'accéder à ces grandes bibliothèques, et pourtant, bah non, il y a du nettoyage aussi qui se fait, et une fois les serveurs fermés, le jeu que vous aviez ne peut pas fonctionner, et vous perdez donc le plaisir de pouvoir y jouer. Alors certes, on a certains distributeurs comme GOG en particulier, donc qui est lié à CD Projekt. Pourquoi je dis Cyber Projekt? Je me suis planté pour Cyberpunk. Autant pour moi, j'ai fait un mix entre Cyberpunk et CD Projekt. Donc CD Projekt à la polonaise, donc qui tout simplement, voilà, par le biais de GOG aussi, ont une plateforme qui permet de protéger en fait les jeux vidéo et de permettre leur disposition. Donc Good Old Game, GOG, qui n'est pas l'utilisation GOG qu'on utilise dans certains coins de la France, qui signifie plutôt des toilettes, les GOG, allez au GOG. Donc là, on est sur GOG de CD Projekt et qui permet de protéger justement ces jeux vidéo, mais cependant, parfois, certains éditeurs refusent que leur jeu soit sur le catalogue de GOG. Alors peut-être pour des questions de remaster, etc. Mais on est quand même un peu surpris de cet état de fait. Alors... voilà. Alors, la pétition européenne contre la destruction des jeux donc, a été lancée en 2025, Stop à la destruction des jeux vidéo. Donc, elle s'appuie sur l'article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Donc, ceux qui disent l'Europe ne sert à rien, bah si, là, il y a une utilité quand même. Et doit recueillir 1 million de signatures. Donc, les signatures ont été recueillies, elle a été déposée. Et donc, c'était avant le 31 juillet 2025. Des youtubeurs s'en sont saisis. Je crois dans le précédent hebdo qui était du début du mois d'août, je vous en avais parlé, donc n'hésitez pas à le consulter. Il doit être en ligne sur Histoire Explore sur YouTube et peut-être sur la chaîne Twitch s'il n'a pas disparu parce que vous avez maintenant une mise à jour de Twitch. Donc le but de cette pétition était d'interdire la désactivation à distance des jeux vidéo par les éditeurs. Bah tiens donc, empêcher l'obligation d'une connexion permanente pour les modes solo et garantir la pérennité des jeux après l'arrêt des serveurs officiels. Alors vous pouvez me dire oui, mais les éditeurs ils ont aucun intérêt à continuer justement à mettre en avant des serveurs qui leur coûtent des sous, et donc on peut comprendre cette question financière. Alors cependant, là il y a quand même quelque chose qu'il faut préciser, c'est que dans le cas de la pétition, il est demandé qu'il puisse avoir des serveurs privés en fait qui dépendent de passionnés autour du jeu, de pouvoir maintenir ces serveurs-là pour pouvoir continuer à jouer à ces jeux vidéo. Donc on est quand même dans une logique aussi où on tient compte des réalités du marché et où on est conscient qu'il y a une réalité économique derrière. Donc cette démarche citoyenne est soutenue par de nombreuses associations et donc ces pétitions progressivement commencent à faire parler d'elles et donc vont faire pression sur certains des éditeurs. Et Ubisoft a été visé car vous avez le jeu The Crew qui a été par ce biais-là, du jour au lendemain il a disparu, et donc vous avez des personnes qui se sont retrouvées en fait en perdant tous les éléments qu'ils avaient sur le jeu et autres. Donc on est comme ça voilà, sur un achat dont vous ne pouvez plus jouir en l'occurrence parce qu'un éditeur a décidé de couper le robinet. Donc la pétition est un succès, elle a été déposée notamment au Parlement européen, il va y avoir une discussion. Et si au Parlement européen vous avez une proposition de loi qui puisse aboutir, espérons, pourquoi pas. Et ben ça doit être ensuite, ça doit s'articuler ensuite sur une disposition au niveau des nations comprenant l'Union européenne, les 27 pays. Et donc forcément ça serait quand même une sacrée pierre dans la protection du patrimoine vidéoludique, et donc forcément sur cette chaîne, on sera bien content.